de ma position d'observatrice, de témoin, de go-between entre les personnes atteintes, leurs proches, les équipes soignantes, les accompagnants et le grand public que je prends la parole aujourd'hui. Et donc je vais témoigner de témoignages. Mais aussi, c'est ma position de fille d'un homme qui est aujourd'hui décédé et qui a eu à l'âge de 76 ans un diagnostic d'une maladie apparentée à la maladie Alzheimer. Ceci dit, ce n'est pas l'état de santé de mon père qui a fait que je me suis préoccupée de ces questions. C'est arrivé bien plus tôt. Ça a commencé lors de la visite, il y a très longtemps, de ce qu'on n'appelait pas encore un EHPAD, une maison spécialisée. Et il y avait une conférence de presse, une porte coulissante derrière nous. Nous étions entre gens savants et nous parlions. Et puis, tout d'un coup, on ouvre la porte derrière nous pour nous montrer un espace de déambulation. Ça a été mon premier malaise, déambulation. On a beaucoup parlé de vocabulaire aujourd'hui avec Armelle Debru, avec Nadine Le Forestier, qui a parlé de mettre en cause le verbe médical. Et c'est heureux qu'on se pose de plus en plus ces questions. J'ai appris aujourd'hui, grâce à Florence Lebert, qui est gérontopsychiatre et qui s'occupe de l'unité de Bailleul, que le mot démence allait être abandonné du DSM-5, le manuel... Enfin, je ne sais pas comment le définir, mais disons tout ce qui concerne la psychiatrie. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour toutes les personnes atteintes qui n'aiment pas du tout ce mot de démence. Donc toute cette histoire de vocabulaire est vraiment les mots, la façon dont on nomme, c'est vraiment très important. Et donc, quand j'étais dans ce lieu, un monsieur s'est dirigé vers moi, un monsieur qui était dans l'espace de déambulation. Et le temps qu'il se dirige vers moi, c'était visiblement un résident, une personne atteinte. Oui, je ne dis pas malade, j'essaie de ne pas dire malade dans la mesure du possible aussi. Ça me paraît important parce que, comme le dit Blandine Prévost, il ne faut pas que la personne disparaisse derrière sa maladie, même si la personne est malade. Et donc ce monsieur se dirige vers moi, il plante ses yeux dans les miens, et le temps qu'il arrive, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois me comporter? Voilà, et je me suis dit, mais pourquoi je me pose toutes ces questions? Et je pense que c'est cette prise de conscience-là qui m'a fait dire, tout au long du parcours que j'ai fait, qu'il fallait sans arrêt se remettre en question, sans arrêt se demander quelle place on avait, comment agir, comment réagir, et se dire que ce monsieur-là, peut-être ce serait moi plus tard, et effectivement que du coup, ce problème nous concerne tous. Donc je cherche aussi, dans la mesure du possible, à me faire l'écho d'expériences positives, d'expériences réussies. Je cherche aussi, j'ai voulu, en faisant le premier film, dont vous allez voir un tout petit bout, donner la parole aux personnes atteintes, parce que je venais de lire le livre d'une Américaine, je pense que c'est un des premiers témoignages qui avait été publié à l'époque, où elle raconte de l'intérieur ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent, et elle parle de la surprotection étouffante parfois de son entourage, qui veut bien faire, qui veut l'aider, mais elle veut vivre toujours malgré la maladie, mais aussi de cet entourage qui ne supporte pas non plus ses gaffes quand elle se brûle parce qu'elle sort les plats du four sans mettre de manique. Et je me suis dit qu'effectivement, on a parlé de bonne distance en disant que ce n'était pas le bon mot. On parle aussi de juste proximité. Mais c'est vraiment cet équilibre-là qui est hyper délicat à trouver, qu'il s'agisse de soignants, qu'il s'agisse de personnes accompagnantes, de personnes aidantes. Et donc, oui, quand on délivre un diagnostic, puisque c'est ça aussi la question, à une personne, on délivre un diagnostic à une personne qui veut toujours vivre, qui est toujours désirante. Et vous avez parlé du bon moment de profiter de cette annonce du diagnostic pour continuer d'annoncer d'autres choses et comment on peut se saisir de l'avenir. Effectivement, c'est un moment important, j'y reviendrai. Peut-être qu'on peut passer ce petit extrait de ce film où on va avoir plusieurs témoignages et puis continuer la discussion sur la conclusion. On va les manger parce qu'il y a les autres, ils se sont approchés de la table. Hein? On va encore être les derniers. C'est les paris. Si on m'avait expliqué la maladie d'abord, je n'aurais pas fait les erreurs que j'ai pu faire au début. Elle avait changé de caractère. Moi, je pensais que c'était à cause de son licenciement, parce que c'était fait licencier. Au début, tout le temps, je ne vivais que dans la contrariété. Tu viens? Non. On va se promener? Non. Viens, on va aller faire un petit tour? Non. C'était toujours non. J'avais l'impression qu'elle faisait exprès de me contrarier, de m'emmerder. Si on avait fait le diagnostic beaucoup plus tôt, j'aurais pu l'aider beaucoup plus.
train de faire des jeux? Ben, on a été... T'as des beaux colliers? T'as des beaux colliers? Ben, écoute, il fallait bien. Fallait bien, t'avais de la visite. Ben hein? oui. Ça va bien, toi? Puis, une fois, elle avait caché son manteau de bison sous son lit. Puis là, elle a appelé la police qu'elle s'était fait voler. Puis ça prenait des proportions vraiment là, plus importantes. Une autre fois, là, ça a été comme le déclencheur, c'est que elle a signé un contrat pour 12 000 $ pour faire tout changer les fenêtres de la maison, puis elle n'avait pas cet argent-là. Fait que là, on s'est aperçu qu'au niveau de ses décisions, elle n'était plus capable de prendre des décisions concernant l'administration même de ses biens. je sais pas. Tu sais pas? Non? Ça nous fera une petite sortie. Je sais pas. C'est jamais arrivé, je me suis perdu ici. Je pense peut-être parce que parce que j'aime ça, peut-être. Hein? Je me sens chez nous partout. Ici. Ça va bien. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Parce que c'est comme je dis toujours souvent, c'est pas nous autres qui sommes les pires. Nous autres, ça dérange quand on a ça. Hein? Ça arrive, ça. Ça dérange les autres, c'est ça que vous dites? Oui. Quand vous leur dites aux gens qui savent pas, comment ils réagissent? Ah, on dirait qu'ils sont mal à l'aise avec ça. Ils n'osent pas me toucher. En cas de d'un coup, ça s'attrape. Voilà le monsieur Guy que vous venez de voir, je lui avais demandé comment il avait appris le diagnostic. Il m'a dit « Oh, j'ai passé plein de tests et puis j'ai fait des petites cabanes. Et puis les petites cabanes, elles ont dit que j'avais l'Alzheimer. Alors voilà, maintenant je suis avec ça. » Et il se débrouillait pas trop mal. Ses enfants préparaient des plats congelés. Il les réchauffait au micro-ondes. Il continuait de se promener. Et je lui avais dit « Mais si vous vous perdez un jour ?» Il me dit bah, « Je vais attendre de me perdre une fois ou deux. Puis quand je me serai perdu 2 fois, ben, à ce moment-là, les Québécois avaient mis en place un petit bracelet avec l'identité. C'était pas un bracelet électronique. Et elle avait dit « Je prendrai le bracelet. » Voilà. Et donc l'énergie de certains, comme celle de Blandine Prévost, dont on a parlé, dont Michel Frémontier a parlé, Blandine m'a aussi raconté un petit peu comment ça s'était passé. Et en fait, le diagnostic a été posé, évidemment, et pour cause, puisque le papa de Blandine est lui-même atteint, avant même qu'elle aille faire vraiment les tests, même si, bien sûr, les tests ont confirmé le diagnostic. C'est ses enfants qui l'ont alertée en disant « Maman, tu fais des trucs bizarres, on dirait que tu as la même maladie que papy. » Alors là, alors qu'elle avait déjà eu des signes où elle s'était dit « Il faut que j'aille consulter parce que j'ai du mal à me concentrer dans le cadre du travail », eh bien, elle est allée passer le diagnostic et elle m'a raconté que ça s'était fait de façon un petit peu brutale. Mais la première question qu'elle a posée quand on lui a annoncé le diagnostic, c'est « Bon, alors quelles sont les solutions pour me placer ?» Et tout le monde a été très étonné en lui disant « Mais attends, il y a le temps, c'est pas tout de suite. » Et donc, effectivement, Blandine est une femme très étonnante. Je pense qu'on ne prend pas tous la capacité d'être des Blandine Prévost, d'avoir son énergie et sa capacité à rassembler les énergies. Mais s'il y a bien quelqu'un dont l'annonce du diagnostic a permis d'anticiper de façon modèle les choses, c'est bien elle, puisque aujourd'hui, elle est à l'origine d'une maison expérimentale qui va bientôt être construite dans l'Isère pour accompagner les personnes comme elle. Je voulais vous parler de plein de choses, mais évidemment le temps est compté. C'était aussi pour essayer de résumer un peu tout ce qui avait été dit dans la journée, le protocole dont nous a parlé Éric Fiat ce matin. Il nous a parlé de cet amoureux qui est un petit peu maladroit et qui prend un sein et puis après l'autre parce qu'il applique un protocole. Mais moi j'ai eu envie de dire, il a peut-être peur en fait aussi, cet amoureux-là. Il est peut-être vraiment amoureux. Éric Fiat a dit il n'est pas amoureux, mais si, il est peut-être amoureux, mais il a peur. Et l'annonce du diagnostic, j'ai appris récemment en travaillant pour l'Institut du cancer qu'on ne prépare pas vraiment les étudiants en médecine à annoncer un diagnostic d'une maladie grave. Et en plus, en l'occurrence, pour Alzheimer, ce n'est pas seulement une maladie grave, c'est une maladie progressive qui évolue. C'est une maladie, on parle de déni souvent, mais parfois c'est aussi tout simplement une annonce que les personnes oublient quand elles sont, bien sûr, elles sont accompagnées en général, mais si elles ne le sont pas, elles l'oublient. Et même si elles le sont, elles l'oublient. Donc la vulnérabilité dont on a parlé, elle est réciproque, elle est peut-être aussi celle du soignant et il faut aussi se préoccuper de celle-là. Alors je veux juste terminer avec ce que m'a raconté
Christophe Martet, qui est, parce que tu as parlé tout à l'heure des militants de la lutte contre le sida, Christophe donc a été diagnostiqué séropositif en 1985, et s'il y a bien quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir un diagnostic d'une maladie un peu difficile sans traitement, puisqu'à l'époque il y avait à peine de l'AZT et les gens mouraient comme des mouches, jusqu'aux trithérapies en 95, c'était pas formidable, il est bien placé. Et Christophe, sa maman a un Alzheimer aujourd'hui, et donc je lui ai dit, est-ce que c'est important d'avoir eu le diagnostic? Et il a dit oui, parce que longtemps, on s'est demandé ce qu'elle avait. Elle avait eu un diagnostic de dépression. Elle maigrissait, elle était très mal. On ne savait pas comment l'aider. Et quand on a eu le diagnostic, ça rejoint ce qu'a dit, je crois que c'est Jean qui a dit ça ce matin, on a su contre quoi se battre. Même si l'ennemi est le plus fort et qu'on connaît l'issue, c'est important de savoir contre quoi se battre. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais évoquer, on a parlé d'environnement, de la place de l'environnement. C'est encore Michel Frémontier qui en a parlé. C'est un monsieur que j'avais rencontré, qui est ivoirien et qui était séparé de sa femme. Sa femme avait une dégénérescence frontotemporale, donc une maladie apparentée. Et cette femme, quand il est retourné vivre avec elle, en fait. On a parlé aussi des liens familiaux et de les préserver. Là, carrément, ce monsieur, il est retourné vivre avec sa femme parce qu'il ne voyait pas comment elle allait se débrouiller. Et il disait, ma femme n'est pas la même malade quand elle est en France ou quand elle est en Côte d'Ivoire. Quand elle est en France, quand elle est dans l'appartement, elle tourne en rond, c'est terrible. Et puis quand on sort, on est dans le 18e arrondissement de Paris, il y a de la foule, il y a du bruit. Et je n'ose pas la lâcher parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Quand on va en Côte d'Ivoire, on va sur une île en face d'Abidjan. Et là, tout le monde sur l'île la connaît. C'est une petite île, c'est de la famille. Et je sais que si je ne suis plus là, il n'y aura pas là pour la voir. Quelqu'un d'autre sera là pour l'observer. Donc ça aussi, l'importance de l'environnement par rapport à la personne atteinte et l'importance de nos communautés, de tisser des liens. Dernière chose, parce que ça me tient à cœur et ça rejoint ce que Jacques Richir a dit tout à l'heure à propos de l'armée des ombres. Je vous rejoins énormément là-dessus, sur le besoin de mettre des bancs aussi dans les villes. Parce que je reviens au sida et à Christophe Martet, les militants d'ACT UP avaient un jour mis un grand préservatif, un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde, et je me suis souvent dit, il faudrait trouver un événement comme ça pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Vous m'avez peut-être fourni une idée, si on faisait un truc à la UNESCO en sortant tous nos chaises dans les rues pour manifester notre soutien, notre solidarité, dire que c'est nous et que c'est pas seulement eux, mais c'est nous aussi, eh bien je pense que ça pourrait être une belle idée. Voilà.